L'incinération du Père Noël. Le 24 décembre 2008, la communauté de banlieue de Covina, en Californie, s'est réunie pour la traditionnelle célébration de la veille de Noël. Les familles échangèrent des cadeaux et les enfants attendaient avec impatience l'arrivée du Père Noël. Dans une maison de Knollcrest Drive, une famille organisait sa fête annuelle de fin d'année. Parmi les invités attendus se trouvait un homme déguisé en Père Noël. Aux alentours de 23h30, une silhouette vêtue d'un costume complet de Père Noël est apparue à la porte d'entrée, portant ce qui ressemblait à un grand cadeau emballé. À l'intérieur se trouvaient 9 personnes, dont son ex-femme. Lorsqu'une fillette courut pour accueillir le Père Noël, il leva un pistolet semi-automatique de 9 mm et lui tira une balle en plein visage. Elle a survécu, mais ce qui a suivi fut un massacre méthodique. Il est entré et a commencé à tirer sur les invités de la fête. Le bruit des coups de feu était partiellement couvert par la musique de Noël qui résonnait dans la maison. Il se déplaçait de pièce en pièce avec une précision calculée, tirant sur ses victimes à bout portant. Ceux qui tentèrent de fuir étaient traqués et exécutés, mais les coups de feu n'étaient que le début. Le paquet qu'il portait contenait un dispositif artisanal sous pression rempli de carburant de course. Après la fusillade, il l'a déballé et a aspergé le liquide inflammable dans toute la maison. Le carburant de course s'est enflammé instantanément. La température a dépassé les 1000 degrés Fahrenheit en quelques secondes. La maison est devenue un brasier. Les victimes qui avaient survécu aux coups de feu faisaient maintenant face à une mort encore plus atroce. Les rapports médico-légaux ont révélé plus tard qu'au moins 3 victimes étaient encore en vie lorsque l'incendie a commencé. L'inhalation de fumée et les brûlures thermiques sont devenues la cause finale du décès. Le feu s'est propagé si rapidement qu'il était impossible de s'échapper. Les décorations de Noël de la maison ont accéléré l'incendie. Les premiers intervenants sont arrivés pour trouver la structure entièrement embrasée. La chaleur était si intense qu'ils ne pouvaient pas s'approcher. À l'intérieur, 9 personnes ont péri dans les flammes. Les corps étaient brûlés au point d'être méconnaissables. Les médecins légistes ont ensuite eu besoin des dossiers dentaires pour l'identification. Certaines victimes ont été retrouvées blotties les unes contre les autres, mortes en essayant de se protéger mutuellement de l'enfer. Après avoir incendié la maison, il a retiré son costume de Père Noël et s'est rendu chez son frère à Sylmar, où il a ensuite été retrouvé mort d'une balle auto-infligée dans la bouche vers 3 heures du matin. Le massacre soudain d'une famille. Le matin de Noël, le 25 décembre 1929, la communauté rurale de Germantown, en Caroline du Nord, s'est réveillée pour célébrer la fête. Parmi eux se trouvait une famille d'agriculteurs, des cultivateurs de tabac respectés, connus pour leur travail acharné et leur apparente normalité. Le patriarche de 43 ans avait récemment emmené sa famille en ville pour acheter de nouveaux vêtements et faire un portrait, une dépense inhabituelle pour une famille d'agriculteurs pendant la dépression. Vers 13 heures, le père appela son fils aîné et l'envoya en ville faire une course pour acheter des munitions. Cet acte délibéré allait lui sauver la vie. Avec son fils aîné parti, le père entama une série d'actes de violence organisés qui choquèrent la nation. Il rencontra d'abord sa fille alors qu'elle préparait le dîner de Noël. Il leva son fusil de chasse calibre 12 et tira à bout portant à l'arrière de sa tête. La détonation fut dévastatrice, la tuant sur le coup. Le bruit résonna dans toute la ferme. Sa femme entendit le coup de feu et courut vers le bruit. Il la croisa dans l'embrasure de la porte et tira directement dans son visage. Elle s'effondra sans émettre un son. Vint ensuite le tour des garçons et des filles. Il les traqua méthodiquement à travers la maison. 2 filles tentèrent de se cacher, mais furent découvertes recroquevillées dans la grange à tabac. Toutes 2 furent tuées d'une balle dans la tête. Les 2 garçons essayèrent de s'échapper en courant à travers la cour. Il les poursuivit, son fusil vide. Il les rattrapa près du tas de bois. Changeant de méthode, il assomma les 2 garçons avec la crosse en bois de son fusil. La violence des coups fut telle qu'elle leur fractura le crâne à plusieurs endroits. Après avoir tué toute sa famille, il disposa soigneusement chaque corps. Il croisa leurs bras sur leur poitrine et plaça des pierres sous leur tête en guise d'oreiller de fortune. Les corps furent positionnés comme s'ils étaient préparés pour l'enterrement. Il se rendit ensuite dans les bois voisins, s'assit contre un arbre et se tira une balle dans la tempe. Exécution d'un dictateur. Le jour de Noël, le 25 décembre 1989, la Roumanie vivait les derniers soubresauts d'une révolution violente. Pendant 24 ans, un dictateur avait dirigé le pays avec une autorité absolue. Sa police secrète, la Securitate, avait torturé des milliers de personnes. Ses politiques économiques avaient laissé des millions de personnes affamées dans l'obscurité. Quelques jours plus tôt, il avait ordonné à ses troupes de tirer sur des manifestants à Timisoara, tuant des dizaines de civils. À présent, le dictateur de 71 ans et sa femme étaient en fuite. Ils avaient fui Bucarest en hélicoptère le 22 décembre alors que la foule prenait d'assaut le siège du Parti communiste. Leur pilote, prétextant des problèmes mécaniques, avait atterri dans un champ. Le couple fut capturé alors qu'il tentait de faire de l'autostop. À 14h30, le jour de Noël, ils furent amenés dans une base militaire à Targovishte. Dans une petite salle de classe, un tribunal militaire improvisé les attendait. Le procès dura moins d'1 heure.
Aucune preuve ne fut officiellement présentée. Aucun témoin ne fut appelé. Ils refusèrent de reconnaître l'autorité du tribunal. « Je suis le président de la Roumanie », criait à plusieurs reprises le dictateur. Sa femme, connue pour sa propre cruauté en tant que vice-première ministre, cracha sur les juges. Tous deux nièrent toutes les accusations de génocide, affirmant que le tribunal lui-même était un complot étranger. À 14h45, le verdict fut prononcé. La peine de mort par peloton d'exécution. L'exécution devait être réalisée immédiatement. Ils furent conduits dehors dans le froid de l'hiver. Le dictateur se mit à chanter l'Internationale, l'hymne communiste. Sa femme hurla des insultes aux soldats. Leurs mains étaient attachées dans le dos avec une corde rêche qui leur entaillait la peau. Ils furent placés contre un mur. Aucun bandeau ne leur fut proposé. 3 soldats armés de fusils AK-47 prirent position à 10 mètres de là. « Nous voulons mourir ensemble », dit le dictateur ces derniers mots. L'ordre de tirer fut donné à 14h50. Les soldats tirèrent plus de 120 balles. La première balle l'atteignit à la poitrine. Il tomba en avant, encore vivant pendant quelques secondes avant qu'une balle dans la tête ne mette fin à sa vie. Sa femme fut touchée en même temps, son corps s'effondrant à côté de celui de son mari. Un médecin militaire constata le décès à 14h55. Toute l'exécution fut filmée, les images diffusées plus tard à une nation en liesse. Le pudding de Noël empoisonné. Le 26 décembre 1927, une famille aisée se réunit dans son domaine de Montréal pour sa traditionnelle fête du lendemain de Noël. Le lendemain de Noël était traditionnellement le jour où la famille s'échangeait ses cadeaux les plus somptueux et profitait d'un festin élaboré préparé par le personnel de maison. 23 membres de la famille étaient présents, dont l'un des petits-enfants. Le repas de fête se déroula normalement à travers plusieurs plats. Aux environs de 15h45, le fameux pudding de Noël de la famille fut servi. Le dessert était une tradition familiale, préparée selon une recette transmise de génération en génération. Le gâteau sombre et dense luisait sous la sauce au brandy alors qu'il était porté à la table avec cérémonie. Le garçon était le plus impatient de goûter au dessert. Il reçut l'une des premières parts. 20 minutes à peine après avoir mangé le pudding, il commença à montrer des signes de malaise. Ses premières plaintes concernaient une sensation de brûlure dans la gorge et l'estomac. Sa mère pensa d'abord qu'il s'agissait simplement d'excitation. À 16h30, il souffrait atrocement. Il se mit à vomir violemment. Les vomissures dégageaient une odeur caractéristique d'ail, un détail qui deviendrait plus tard crucial pour les enquêteurs. Autour de la table, d'autres membres de la famille commencèrent à ressentir des symptômes similaires, bien qu'aucun ne fût aussi gravement atteint que lui. Le médecin de famille fut appelé alors qu'il participait lui-même à une fête de famille. Il arriva à 17h15 et trouva le garçon en train de convulser. Ses lèvres étaient devenues bleues. Son pouls était rapide et faible. Le médecin soupçonna immédiatement un empoisonnement et administra du charbon actif, mais il était déjà trop tard. Son état se détériora rapidement. Ses reins étaient en train de lâcher. Son foie cessait de fonctionner. Du sang commença à apparaître dans ses vomissements et ses selles, signe d'une hémorragie interne. Son petit corps, déchiré par la douleur, lutta pendant 7 heures d'agonie. À 23h42, le garçon mourut dans les bras de sa mère. Une autopsie révéla la cause, de l'arsenic trioxyde. La concentration dans le pudding de Noël fut ensuite déterminée à près de 20 fois la dose mortelle. 12 autres membres de la famille furent hospitalisés mais survécurent. L'enquête de police révéla que le poison avait été ajouté après la cuisson du pudding, probablement lors de la préparation pour le service. Malgré une enquête approfondie, personne ne fut jamais inculpé. L'identité de l'empoisonneur reste inconnue à ce jour. Un drame de motoneige offert en cadeau. Le matin de Noël, le 25 décembre 1974, la petite ville de Crom, dans le Dakota du Nord, était recouverte d'une couche de neige fraîche. Pour un garçon, c'était le décor parfait pour ce qui allait devenir sa première et dernière sortie sur une nouvelle motoneige. Ses parents avaient économisé pendant des mois pour acheter l'Arctic Cat Lynx 292 comme principal cadeau de Noël pour leur fils. À 10h15, il déballa les clés de la machine. Son père avait déjà placé la motoneige dans le jardin, son cadre noir et jaune tranchant nettement sur le paysage blanc. Il réclamait une motoneige depuis 2 ans. Les hivers du Dakota du Nord étaient longs et de nombreuses familles de la région possédèrent des machines similaires. Après une brève séance d'instruction donnée par son père, il fut autorisé à faire sa première sortie en solo. Son itinéraire était simple, une boucle autour de leur propriété qui jouxtait une ferme voisine. Ses parents l'observèrent depuis le porche tandis qu'il effectuait son premier tour sans incident. Son sourire était visible même à travers la visière de son nouveau casque. Lors de sa deuxième boucle, il décida de s'aventurer un peu plus loin, empruntant un sentier entre les propriétés que les enfants du coin utilisaient souvent. Il accéléra jusqu'à environ 55 km à l'heure. Ce qu'il ne pouvait pas voir, ce que personne n'avait remarqué, c'était un câble d'acier fin tendu en travers du chemin. Un fermier l'avait installé quelques jours plus tôt pour empêcher les intrus d'emprunter sa route privée. Le câble le frappa précisément au niveau du cou. À la vitesse à laquelle il roulait, l'impact fut dévastateur.
Le fil d'acier de 3/8 de pouce s'enfonça dans sa gorge juste au-dessus du col de sa veste d'hiver. La force l'a presque décapité. La motoneige continua sa route tandis que son corps était projeté en arrière. Son père, qui regardait de loin, vit la motoneige continuer sans son conducteur. Il courut immédiatement vers la Seine. Lorsqu'il atteignit son fils, le garçon était encore conscient. L'artère carotide avait été sectionnée et le sang se répandait sur la neige blanche à une vitesse alarmante. Ses yeux étaient ouverts, regardant directement son père alors qu'il tentait d'exercer une pression sur la blessure. Lorsque les secours arrivèrent 12 minutes plus tard, le garçon était déjà mort d'hémorragie. La motoneige, toujours en marche, fut retrouvée à 200 mètres de là. La collision du matin de Noël. Le matin de Noël, le 25 décembre 2024, la petite ville côtière de Naga, à Cebu, aux Philippines, était animée par les célébrations. Une jeune fille s'était réveillée tôt, impatiente d'aller chercher les cadeaux qui l'attendaient chez sa grand-mère, à seulement 3 kilomètres de là. Sa famille n'était pas riche, mais Noël avait toujours une saveur particulière. Elle avait compté les jours avec impatience. À 8h15, la jeune fille monta sur la moto familiale avec ses parents. N'ayant pas de voiture, la moto était leur seul moyen de transport. Elle était assise à l'avant, protégée entre les bras de son père qui conduisait. Sa mère s'accrochait à l'arrière. Il ne portait pas de casque, une pratique courante dans la campagne de Cebu malgré les lois locales sur la sécurité. L'air du matin était doux alors qu'ils descendaient de la route nationale à travers Barangay Noboruan. La circulation était légère en ce jour férié. Son père maintenait une vitesse constante d'environ 40 km à l'heure. La famille n'était plus qu'à 1 kilomètre de sa destination lorsque le drame est survenu sans avertissement. Un SUV blanc arrivait en sens inverse. Au volant se trouvait un conducteur de 42 ans qui avait passé la nuit précédente à la veillée funèbre de sa mère. Il était resté éveillé pendant près de 30 heures d'affilée. La fatigue avait fait son œuvre. Vers 8h23 du matin, la tête du conducteur s'est inclinée. Ses yeux se sont fermés pendant quelques secondes seulement, mais cela a suffi. Le SUV a dévié de sa trajectoire, franchissant la ligne centrale, directement sur la route de la moto. Le père n'a pas eu le temps de réagir. L'impact a été immédiat et violent. Le SUV de 2700 kg a percuté de plein fouet la moto de 130 kg. La force de la collision a projeté les deux parents dans des directions opposées, mais la fillette, coincée entre le véhicule et son père, a subi tout le choc. Son petit corps a absorbé une force équivalente à une chute du 6e étage d'un immeuble. La collision a écrasé sa poitrine et son abdomen. Ses côtes se sont brisées, projetant des éclats d'os dans ses poumons et son cœur. L'hémorragie interne a été massive et immédiate. Les premiers secours sont arrivés en quelques minutes, mais elle n'a jamais repris connaissance. Elle a été déclarée morte à l'hôpital du district, portant encore la robe qu'elle avait choisie pour le jour de Noël. Le cadeau qu'elle avait tant hâte de recevoir est resté non emballé chez sa grand-mère. Ses parents ont survécu avec de graves blessures, contraints d'organiser des funérailles au lieu de poursuivre leur célébration de Noël. La tragédie de Noël sous-marine. Le 26 décembre 2004, les plages de Phuket en Thaïlande étaient remplies de touristes profitant du lendemain de Noël. Parmi eux se trouvait un cadre pharmaceutique français de 46 ans, en vacances avec sa femme. Le couple était arrivé 3 jours plus tôt et séjournait au luxueux Amanpuri Resort sur la côte ouest de Phuket. Ce matin-là, le cadre décida de tenter une attraction touristique inhabituelle, une promenade à dos de chameaux le long de la plage de Kamala. Ces chameaux, importés spécialement pour les touristes, étaient une nouveauté en Thaïlande. Vers 10h30, il monta sur un dromadaire de 7 ans guidé par un accompagnateur local. Sa femme resta à la piscine du complexe, refusant de participer à ce qu'elle décrira plus tard comme sa ridicule aventure. À 10h58, des témoins remarquèrent quelque chose d'étrange. L'eau le long du rivage se retira soudainement, reculant de près de 100 mètres par rapport à sa position habituelle. Des poissons frétillaient, impuissants, sur le fond marin exposé. Les pêcheurs locaux reconnurent immédiatement le signe avant-coureur et commencèrent à crier pour que les gens courent vers les hauteurs. Le cadre, assis à 2,5 mètres du sol sur le chameau, se trouvait à environ 40 mètres du bord de l'eau lorsque la première vague frappa. Le tsunami n'arriva pas sous la forme d'une vague déferlante comme dans les films, mais comme un mur d'eau s'élevant rapidement. Il avançait à environ 30 miles à l'heure lorsqu'il atteignit le rivage. La vague frappa avec une force équivalente à celle d'un avion de ligne percutant un mur de béton. La première vague était estimée à 8 mètres de haut. Il n'eut aucune chance de descendre de sa monture. Des témoins rapportèrent avoir vu l'homme et le chameau emportés par le torrent, le chameau beuglant de panique, alors qu'ils étaient tous deux happés par les eaux en furie. La physique de la situation scella son destin. Le chameau, pesant plus de 500 kilos, fit office d'ancre, l'entraînant sous la surface. Ses jambes étaient encore attachées à la selle. Alors que l'animal se débattait dans l'eau, il était submergé à plusieurs reprises. Survivre dans de telles conditions était presque impossible. L'eau contenait un mélange mortel de sable, de débris et de verre brisé.
Chaque mètre cube pesait environ 1100 kilos, l'empêchant de se libérer de ses attaches ou de remonter à la surface pour respirer. Son corps fut retrouvé 3 jours plus tard, toujours attaché au chameau décédé, à 400 mètres à l'intérieur des terres. L'autopsie a confirmé une mort par noyade, avec de graves traumatismes au thorax et à l'abdomen. Il fut l'une des 5395 victimes du tsunami rien qu'en Thaïlande, la rixe fatale de Noël. La nuit de Noël, le 25 décembre 1895, les rues de Saint-Louis étaient calmes tandis que les familles fêtaient chez elles. Mais dans un saloon, l'ambiance était tout sauf paisible. L'établissement situé à l'angle de la 11e rue et de Morgan était réputé pour sa clientèle difficile et ses jeux d'argent nocturnes. Parmi les personnes présentes se trouvait un proxénète de 31 ans, figure du milieu criminel. Aux alentours de 22 heures, il entra dans le saloon, coiffé de son célèbre chapeau Stetson et arborant une épingle de cravate en diamant. Il était bien connu dans le quartier des plaisirs de Saint-Louis, une zone remplie de bordels et de maisons de jeu. Se trouvait également dans le saloon ce soir-là un ouvrier des levées de 31 ans, doté de connexions politiques. Les deux hommes se connaissaient vaguement. Ils avaient déjà partagé des verres auparavant. Mais ce soir-là, la conversation dériva vers la politique. Le proxénète était un démocrate convaincu. L'ouvrier des levées soutenait les républicains. Au fil de la soirée et à mesure que le whisky coulait, le désaccord s'envenima. À 23h30, l'ouvrier des levées aurait saisi le Stetson de sa tête. « Tu as trop parlé de moi », dit-il en tenant le chapeau à l'écart. Pour le proxénète, c'était bien plus qu'une simple insulte. Le Stetson était un symbole de son statut. « Je tuerai quiconque touche à mon chapeau », s'était-il déjà vanté. « Rends-moi mon chapeau », exigea-t-il en sortant un revolver Smith & Wesson calibre 44 de son manteau. L'ouvrier des levées rendit le chapeau en disant « Tu as récupéré ton chapeau. Maintenant, range ce pistolet. » Mais le proxénète avait été publiquement humilié. Dans son univers, une telle offense exigeait une réponse. « Je vais te tuer », répondit-il calmement. Il pointa l'arme sur l'abdomen de l'ouvrier et appuya sur la détente. La balle unique traversa son estomac et ressortit par son dos. L'ouvrier des levées s'effondra au sol, se tenant le ventre tandis que le sang s'étalait sur sa chemise blanche. « Stack, tu m'as tiré dessus » haleta-t-il. Ses derniers mots auraient été « Je ne veux pas mourir ». Mais la blessure était mortelle. La balle avait traversé son estomac, son foie et ses intestins. Une opération d'urgence fut tentée à l'hôpital municipal, mais il mourut à 3 heures du matin le 26 décembre. Alors qu'il rendait son dernier souffle, une légende typiquement américaine venait de naître. L'incident allait être immortalisé dans la chanson folklorique Stack O'Lee, plus tard connue sous le nom de Stagger Lee, enregistrée des centaines de fois au cours du siècle suivant. Si vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci, cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant et n'oubliez pas de vous abonner.